Bonjour, est-ce que vous pourriez me dire si tout va bien, si vous êtes connecté, si vous m'entendez, m'écrire des messages, pour que je puisse être sûre que tout va bien, que le son est bon pour vous. Donc j'attends vos commentaires. J'attends, voilà. Si vous pouvez me dire si tout va bien. Je vais juste demander à Franca qu'elle me fasse un signe. Voilà, parce que moi j'ai pas de message. Donc si vous pouviez juste me faire un signe, voilà, parce que moi de mon côté on me dit que ça a démarré. Voilà, Pascal, tout va bien. Bonjour Pascal, merci. Est-ce que le son est bon Pascal? Tout est bien, donc voilà. Voilà, ben je suis ravie à nouveau de vous retrouver. Donc on va attendre un petit peu, voilà, que tout le monde me confirme que le son est bon. Parce que la technique, c'est pas tout à fait, mais bon, on y arrive dans ces périodes, on se donne les moyens de regarder un peu de tutoriels, et voilà, et ça arrive. Donc j'espère, on va attendre une petite minute, Pascal, voilà, si tu veux bien, qu'on puisse avoir les confirmations de tout le monde au niveau du son avant que j'attaque ce thème qui est quand même très, 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 très sensible. Donc voilà, si tout est bien déjà, que le son est bon, ça va être vraiment quelque chose de très 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 bien. Donc c'est pas évident, voilà, parce que j'aurais pas pensé, moi qui n'ai pas l'habitude de faire du live sur Facebook et qui ai quand même l'habitude d'en faire sur des plateformes depuis des années. Mais c'est vrai que de faire du live sur Facebook, je trouve que c'est très 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 bien, très très agréable. Donc voilà, franchement, il a fallu qu'il y ait ce souci technique pour que je puisse à un moment donné me diriger vers Facebook pour les lives et j'en suis pas mécontente. J'en suis pas mécontente du tout, du tout, du tout. Voilà, donc je regarde juste, voilà, que tout le monde est là. Alors voilà. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ont un petit peu de soucis à se connecter aussi. Donc j'attends un petit peu pour démarrer. Je vais attendre un petit peu 16h05. Comme ça permet à tout le monde d'arriver à se connecter. Pas trop dur le confinement, Pascal? Donc c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde ce confinement. Chacun le vit avec des choses très très différentes. Donc pourquoi j'ai choisi de parler de ce thème? Ben parce que ça m'a été demandé, parce que c'est pas le thème que je voulais offrir en premier lieu, faut le savoir. J'avais quand même l'intention de travailler peut-être plus sur la problématique des devoirs, la problématique de l'anxiété des jeunes et du stress des jeunes, mais en réalité j'ai eu beaucoup de demandes de me demander d'oser aborder le sujet de la violence et je l'ai mis en priorité, voilà, pour essayer de répondre et de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai choisi de traiter la violence, la colère? Parce que je pense que c'est un sujet fondamental. C'est un sujet qui peut toucher beaucoup beaucoup de monde et qui peut surprendre beaucoup beaucoup de monde en période de confinement. C'est pas un sujet simple à traiter. J'irai pas traiter tous les aspects parce que je pense que c'est des choses qu'il faudrait pouvoir avoir plusieurs rendez-vous pour les traiter. Mais je vais essayer au moins de donner quelques astuces pour que chacun puisse éviter au moins de se mettre facilement en colère, pour que chacun ait conscience un petit peu comment nos comportements vont impacter
les personnes qui vivent sous le même toit, que ce soit nos enfants, que ce soit nos conjoints, nos conjointes, que ce soit toute la fratrie qui peut se retrouver exactement sous le même toit. C'est pas toujours facile et donc je pense que c'est important de pouvoir vous donner quelques astuces et de pouvoir le partager avec vous. Donc, ce que je voulais parler en premier, c'est que le fait du confinement, il, il nous pousse à aborder également que le confinement ne peut pas être vécu pour différentes raisons de la même manière par tout le monde. Alors pourquoi? Parce que ça va dépendre de si on habite en ville, bien évidemment. Ça va dépendre si on habite en dehors de la ville. Ça va dépendre de si on habite à proximité d'une nature qui est riche, qui est isolée. Ça va dépendre de la superficie qu'on a aussi dans l'habitation. C'est complexe de se retrouver dans un studio si on est 4 étudiants. C'est complexe de se retrouver à 4 si on est confiné dans un appartement qui est réduit en superficie. Et c'est très complexe de se retrouver enfermé dans des appartements et tout ce qui peut se jouer par rapport à ça. Donc la façon dont on est logé, bien sûr, va impacter énormément sur nos comportements, sur tout ce qui va toucher de nos attitudes et peut-être nos réactions premières, nos réactions, j'ai presque envie de dire même primaires, celles qui peuvent se dégager avec notre cerveau reptilien, et de voir un petit peu également tous les effets que ça peut avoir. Alors c'est beaucoup plus confortable de savoir qu'on a de l'espace dans la maison où chacun peut s'isoler, où chacun peut avoir un petit peu, voilà, ces moments collectifs, ces moments intimes, ces moments personnels. Alors que si on n'a pas du tout d'espace et que je vois par exemple la fratrie qui partage les chambres toute la journée ensemble, que les parents effectivement ont l'habitude de se croiser professionnellement, que les enfants sont à l'école, euh, et qu'on est juste dans la joie, j'ai envie de dire, de se retrouver souvent le soir, c'est quand même un peu la cartographie de beaucoup de familles, de se retrouver que le soir. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve toute la journée ensemble et on a ou pas l'habitude, ou plus l'habitude, ou perdu l'habitude. Donc ces phénomènes de confinement vont engendrer des situations qui peuvent être bien sûr anxiogènes, mais qui vont monter et réveiller en nous des comportements qui peuvent être tout sauf passifs. Alors, je voudrais parler du télétravail. J'ai beaucoup de mamans qui m'ont appelé. Je vais essayer de traiter, de brosser un petit peu tous les aspects de ce qui va nous réunir pendant 15 à 20 minutes. Quand on est confronté au télétravail, beaucoup de mamans m'appellent de France et hors de France pour me dire mais moi je m'en sors pas, j'ai ma responsable qui m'appelle, qui me demande de produire des choses, j'ai mon patron qui m'appelle, qui me demande de rendre ça et ça, j'ai les devoirs à faire, j'ai tout à faire et je ne m'en sors pas entre le télétravail et entre les devoirs et ce qu'on doit rendre auprès des professeurs des écoles qui nous demandent de rendre en temps réel les devoirs et puis l'apprentissage des leçons. Alors ça fait effectivement beaucoup de tensions, de remue dans tout ça, et on peut comprendre que ça va créer une certaine situation conflictuelle en fonction du niveau de stress qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, gérer ses activités professionnelles depuis la maison quand on n'a pas du tout de bureau, voilà, c'est vrai que c'est pas très simple, ça nécessite ou de s'improviser un bureau qu'on va débarrasser pour le repas, qu'on va débarrasser pour les devoirs avec des espaces sur la table. C'est pas très confortable, c'est pas très réjouissant et pourtant, je dirais, c'est peut-être aussi une question d'organisation, une question de modification, une question de partage d'espace. Alors, ce qu'il faut savoir, par rapport au télétravail, je sais que c'est pas simple, mais là, ça va être le pilotage de l'organisation personnelle qu'on va avoir, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit dans le télétravail. C'est vraiment une question d'organisation. Et là, je vous invite vraiment à marquer la veille, bien évidemment, sur une page volante ou vous faire un tableau Excel comme vous le souhaitez, ce qui est le plus confortable pour vous. C'est vraiment de se dire, voilà, on va tout programmer. Vous savez très bien qu'au niveau du cerveau, plus on programme, c'est comme les objectifs, quand on est en stratégie managériale, quand on programme nos objectifs, on a beaucoup plus de facilité
à pouvoir anticiper les choses. Donc, par quoi on commence? Est-ce que vous pouvez, dans le cadre de votre télétravail, si vous avez des appels, si vous avez des réunions de travail, aller programmer à des créneaux, j'ai envie de dire, puisque là on peut parler de créneaux, à des créneaux qui sont le moins happés par les devoirs de vos enfants. Donc c'est bien une question d'organisation. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de trouver dans votre planning, votre planification, des plages qui vous permettent de croiser, j'ai envie de dire, les devoirs ou de croiser d'autres activités de façon à ne pas empiéter en permanence et ne pas chevaucher, j'ai envie de dire, et le télétravail et la préparation technique de quelque chose ou d'analyse, et en même temps se lever 50 fois pour aller voir et donner des explications théoriques pour les apprentissages de nos jeunes et de surtout nos petits. Donc ça, c'est une première des choses. Je vous le rappelle, c'est vraiment pour moi une question d'organisation. Ensuite, ça va dépendre bien évidemment de l'âge qu'a vos enfants. Pourquoi? Parce que si vos enfants sont autonomes, je dirais tant mieux pour vous, parce que là, on va être en veille, on va être sur une surveillance, mais une surveillance d'autonomie, d'indépendance, on va être une personne ressource. Alors bien sûr, si votre enfant est dyslexie ou atteint de troubles 10, ça va nécessiter beaucoup plus de votre présence, c'est évident. Mais s'ils sont petits, il se peut que là, vous soyez amenés de mettre en œuvre des stratégies complètement pédagogiques et ludiques. Et je dirais qu'en termes d'apprentissage, ça va être vraiment sous des formes de jeu, des formes d'improvisation, des formes de créativité pour éviter le maximum de tension. Bien évidemment, ça demande pour soi-même d'être un peu pédagogue, un peu patiente. Ce n'est pas toujours évident parce que faire les devoirs, c'est aussi un renvoi très personnel. Ça nous renvoie notre rapport à l'école. Donc, énormément de parents ont un rapport à l'école qui n'est pas toujours des plus satisfaisants, n'ont pas un rapport à l'école et à l'écrit qui n'est pas des plus satisfaisants, et ils vivent cela comme quelque chose vraiment de tortueux. Pourquoi? Parce qu'ils culpabilisent de ne pas toujours être en mesure d'aider, de ne pas être toujours en mesure d'être pédagogue et de ne pas être toujours en mesure de pouvoir apporter le soutien. Et pour peu que la personne ne soit pas des plus patientes et que le jeune ait une certaine lenteur et une certaine, voilà, un certain besoin d'avancer à son rythme, ça peut très vite partir en live. Alors, quel que soit l'âge de votre jeune, qu'il soit au niveau des troubles 10, qu'il soit au niveau des difficultés, qu'il n'ait pas envie non plus de s'y mettre, qu'il n'ait pas envie d'être régulier au niveau des vidéos, là, je referai un atelier spécifique pour ça, mais j'aimerais quand même partager avec vous, est-ce que vous avez besoin de mettre la pression permanente à nos jeunes? C'est vrai qu'on leur demande beaucoup de choses pour être à jour, mais moi, je peux vous dire que ça ne va rien affecter. Et surtout, ne pensez pas que ce qui est en train de se passer par rapport à cette crise peut conduire vos enfants en échec. Je crois que si vous y croyez, vous allez le projeter sur eux, vous allez vraiment mettre un comportement qui va être complètement en cohérence avec cela. Donc, rassurez-vous, dites-vous bien que si votre enfant était malade par obligation et qu'il soit hospitalisé, comme j'ai des familles qui ont leur enfant hospitalisé pendant plusieurs mois, de toute façon, vous n'auriez pas d'autre alternative que d'accepter le fait que votre enfant sera peut-être en mesure et dans l'obligation de se réapproprier tous ces manquements, toute cette théorie, tous ces devoirs, et que ça risque d'être décalé dans le temps. Or là, c'est général. On n'a pas à s'inquiéter. C'est pas votre enfant de manière spécifique. C'est pas votre ado de manière spécifique. C'est vraiment un contexte sociologique, bien évidemment épidémique, mais qui va pousser complètement à prendre des mesures complètement différentes. Donc, et peut-être que vous avez vous-même une pression vertigineuse et que vous vous rendez pas compte que la course au diplôme, que la course aux représentations sociales, que la course dans votre tête à l'échec de votre jeune est quelque chose qui est beaucoup plus perturbant pour vous que pour lui. Sauf que
plus j'ai la pression sur moi et plus je vais la mettre sur mon jeune et plus je vais la mettre sur mon ado et plus je vais faire que lui rabâcher, mets ton bac, tu l'auras pas, ton brevet des collèges, tu vas pas le passer, comment tu vas faire si tu travailles pas mieux et pas plus. Mais c'est invivable. Si vous répétez de manière récurrente en permanence à votre jeune qu'il ne va pas s'en sortir, qu'il ne va pas y arriver, je pense que franchement, ce n'est pas très, très constructif. Alors peut-être qu'il est important pour vous de revisiter complètement votre façon de faire. Là encore, de prendre le temps de vous observer. Je ne parle pas d'introspection. On n'en est pas là, mais je parle juste de l'auto-observation et d'avoir quelques temps de prise de conscience pour vous dire, quoi qu'il arrive, ce qui est en train de se produire, mon enfant ne risque rien. Non, il ne risque rien. De toute façon, il se passera ce qui se passe pour les brevets des collèges, il se passera ce qu'il se passe pour les concours, il se passera ce qu'il va se passer pour le baccalauréat. Et je crois qu'il est important que vous puissiez être complètement rassurés pour tous vos jeunes. Et plus vous allez être stressés, plus vos jeunes vont être considérablement stressés. N'oubliez pas que vos enfants sont de véritables éponges et de véritables absorbateurs de vos états émotionnels. Donc, plus vous allez être capable de prendre un peu de recul avec votre pression, au lieu de les arroser de votre pression, et mieux vos enfants vont pouvoir aborder ce qu'ils ont à faire. Alors, dans ces périodes de confinement, la priorité, c'est de garder la communication. Mais quelle communication on parle? Je peux voir tous les jours le manque de communication qui est opérant dans beaucoup de familles, puisqu'on appelle pour beaucoup de conflits. Je crois que la place de la communication, elle est incontournable, elle est fondamentale. Que vous soyez juste en tête-à-tête avec votre conjoint, que vous soyez juste parents isolés avec vos enfants, que vous soyez, peu importe la configuration de la composition de la maison à l'intérieur, avec la fratrie, avec les personnes qui vivent à l'intérieur, je crois que vous avez une opportunité d'apprendre vraiment la communication dans tous ces états. La communication est quelque chose de merveilleux, à condition qu'elle respecte, je ne sais pas où vous déballez aujourd'hui une science de la communication pour en reparler ultérieurement, mais je vais quand même vous parler des fondamentaux de la communication. La communication, c'est aussi une acceptation du dire et de se dire. Il n'est pas comment dirais-je, il n'est pas essentiel de savoir forcément communiquer à haute échelle. Ce qui est important, c'est de voir l'attitude que chacun d'entre nous a dans la communication. Je crois que pour éviter les conflits, pour éviter les montées de violence, pour éviter comment dirais-je, la lourdeur de certaines incompréhensions, il y a un fondamental à mettre en place et qui va devenir quelque chose qui va favoriser une fluidité et qui évitera énormément de déboires qui peuvent pousser à une certaine colère, à des bouderies ridicules et à des tas de comportements qui sont quand même quelque peu inutiles dans les périodes qu'on connaît. Alors de quel fondamental je parle? La communication, c'est déjà que chacun d'entre vous, que vous soyez adulte, ado, enfant, est-ce que vous acceptez que chacun, c'est un deal que vous pouvez faire. Moi, je pense que vous pouvez vous réunir ensemble autour de la table ou avant manger ou autour de la table. Faites comme vous voulez. C'est pas à moi qui a à vous dire comment faire et où le faire, mais de dire voilà, on va établir des règles fondamentales pour qu'on puisse chacun d'entre nous avoir un temps de parole. Et c'est chacun son tour. Et je crois que c'est important. Posez-vous la question, chacun, que je sois un homme, que je sois une femme, que je sois un ado, est-ce que je suis autorisée dans l'environnement où je suis en proximité avec mon conjoint, avec ma conjointe, avec mes enfants? Est-ce que je suis autorisée, j'ai bien dit moi est-ce que je suis autorisée à faire part de mes ressentis sans qu'il y ait une interprétation subjective chaque fois que j'aurai envie de dire mon ressenti? Si chacun d'entre nous accepte qu'il y ait un espace sans jugement. J'ai bien dit sans jugement, mais sans interprétation subjective. De pouvoir se dire, voilà,
ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie, mon besoin, ce qui me passe par la tête. Je sens qu'il y a une émotion qui monte en moi. Je sens que je suis triste. Je sens que j'ai de la peine. Je sens qu'il y a quelque chose qui me contrarie. Il y a quelque chose qui est en train de me perturber. Et est-ce que il y a cette place-là? Donc, je crois que la vraie communication en cas de confinement, c'est de s'autoriser chacun dans la fratrie, dans l'espace où vous êtes, de pouvoir prévoir, j'ai envie de dire, un temps de parole. Prévoyez un temps de parole. Faites-le avant le repas, faites-le dans des moments où vous savez que vous allez vous retrouver, mais il est important de parler, il est important de communiquer, il est important de partager. Mais je vous parle pas de partager les infos de ci, de là, je vous parle de partager de votre ressenti. C'est important de dire, voilà, ce confinement, je le vis mal, j'ai même pas de balcon, je peux même pas aller dehors, je me sens en grande souffrance, je me sens pas capable de t'aider à faire les devoirs, je me sens pas capable, là, de suite, de préparer le repas, je me sens pas capable je sens une émotion qui monte en moi. Et si chacun a ce temps de parole, vous allez éviter déjà, je peux vous le garantir, une forme multiple, mais multiple de tension, de création, de montée d'émotions. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir un espace pour se dire, en sachant qu'on est accepté dans se dire, sans que l'autre se vexe, sans que l'autre puisse le mal interpréter, je pense que vous allez organiser quelque chose qui va être beaucoup, beaucoup plus simple. Concernant la communication qu'on peut avoir avec les tout petits, il serait quand même important que chacun d'entre vous puissiez comprendre que vos enfants n'ont pas la puissance de la compréhension factuelle et concrète de la situation telle qu'elle se passe. Par contre, ce qu'ils ont en termes d'interprétation, c'est votre état émotionnel. Tout ce que vous êtes en train de traduire, tout ce que vous êtes en train de produire dans votre gestuelle, dans votre attitude, dans votre posture, si vous êtes anxieux, si vous avez peur, ça, c'est une traduction pour eux de la réalité, de ce qu'il se passe à l'extérieur. Ils vont se calquer, vous savez que les enfants et même les jeunes, nos jeunes, c'est des kinesthésies pures, c'est-à-dire qu'ils traduisent le monde de leur communication interne et externe avec un ressenti, avec un mode opérationnel qui se traduit par émotion. Seulement la lecture de la situation, ils l'ont en fonction de votre réalité à vous. Donc si vous êtes apaisé, ils comprennent que la situation, elle n'est pas comme d'habitude, elle a un caractère différent, elle est particulière, mais ils vont pas mettre de mots. Mais par contre, si vous êtes apaisé, vous allez à un moment donné faire qu'ils vont capter votre réalité comme quelque chose qui n'est pas insécuritaire. Maintenant, si vous-même, vous êtes complètement happé par des émotions perturbatrices, où vous êtes agacé, où vous êtes énervé, où vous les supportez plus, où vous vous supportez plus en tant que couple, automatiquement, vos enfants vont être capables d'analyser complètement cet état que vous leur transposez et ils vont vraiment s'en imprégner et ensuite ils vont comprendre inconsciemment que le modèle communicationnel que vous leur transmettez est un mode. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'agacer, ils vont s'énerver parce qu'ils vont comprendre qu'il y a quelque chose d'insécuritaire. Donc, même si vous avez des petits, j'ai bien dit, même si vous avez des petits, et vous pouvez, là encore, utiliser la communication, la vraie communication, la communication de cœur, la communication de sincérité, la communication d'authenticité, où vous allez leur dire que c'est une situation, ne soyez pas dans le catastrophisme, il n'est pas question de les induire à des cauchemars, ne soyez pas non plus dans quelque chose de trop perturbant, expliquez-leur qu'on est dans une situation qui est particulière, où il faut se protéger parce qu'il y a des gens malades et que pendant une certaine période, tous les habitants de la Terre
sont dans la maison avec leur papa, avec leur maman, qu'il y a des soignants qui travaillent. On peut essayer de trouver des mots, on peut essayer de trouver des situations, on peut aussi utiliser les analogies. Les enfants sont très réceptifs aux métaphores des contes. On peut utiliser plein de choses pour vraiment rassurer nos petits. Mais par contre, là encore, ça va passer par la communication. Quant à vos ados et vos pré-ados, il est quand même important que vous choisissiez de communiquer avec eux. Là encore, il n'est pas question de vraiment leur partager c'est la fin du monde, j'ai peur pour toi, vraiment j'ai peur ton avenir, il se dessine mal et puis ce bac que tu n'auras pas et que tu vas peut-être pas passer. C'est pas ce qu'on vous demande. Il est quand même important en tant qu'adulte, quand on se considère comme un véritable adulte, c'est vraiment de protéger nos ados. Et c'est vraiment d'être capable de leur dire oui, il y a une situation, on est dans un milieu qui a une certaine hostilité, on est dans un flou artistique, on ne voit pas encore aujourd'hui exactement, il faut vivre au jour le jour, mais il faut que vous puissiez leur dire et pour toi. Et pour toi, comment tu le vis en ce moment? Qu'est-ce que tu en perçois de ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce que tu as envie d'en parler? Comme ça, on va échanger. Et toi, tu vas me dire effectivement qu'est-ce que tu perçois de cette situation? Comment tu la vis? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Et après, maman va te dire exactement, elle, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle en pense. Le temps de communication que vous allez avoir, il est vraiment fondamental. Qu'est-ce qui va se passer au niveau, je dirais, personnel. Si toutefois vous prenez pas le temps de communiquer. Alors bien sûr, on n'est pas égaux devant la communication et là, je vous l'accorde et je respecte profondément cet aspect. On n'est pas égaux, voilà, c'est très facile quand on est un communicant né de parler de communication, je vous l'accorde. Mais dans cette période-là de confinement, je crois que c'est une période extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est aussi une période où on peut aller en soi chercher des ressources qu'on n'a même pas soupçonnées, qu'on n'imaginait pas et qu'on peut aller extraire au plus profond de soi pour les mettre en œuvre, même si ça doit être la première fois. Donc, même si vous n'êtes pas un communicant hors pair, même si pour vous, communiquer avec vos enfants, ce n'est pas quelque chose de très fluide, ce n'est pas quelque chose d'habituel, et si c'était l'opportunité de commencer? Et si c'était vraiment l'opportunité de vous lancer dans quelque chose qui va être un rapport de proximité, mais vraiment où vos enfants peuvent vous découvrir sous un autre aspect dans ce confinement et ça vous permettra de vous rapprocher d'eux, de vous rapprocher de votre conjoint aussi. Parce que là, je vous parle des enfants, je vous parle des ados, mais on constate de manière assez impressionnante d'ailleurs, moi qui quand même passe beaucoup de temps, qui passait beaucoup de temps au restaurant avec ses clients, je ne pouvais pas m'empêcher, en tant que professionnelle, d'observer ce qui se passait autour de moi. Et j'ai toujours été frappée depuis plusieurs années du nombre de couples qui sont au restaurant et qui ne se parlent pas et qui ne se regardent pas. Et ça, c'est quand même quelque chose que je trouve effrayant parce que l'habitude, parce que la norme, parce que le devoir a pris un pas et que les gens n'ont plus rien à se dire. Et si, en tant que couple, vous pouviez, là, vous dire, de toute façon, je suis dans une période, même si je suis en télétravail, même si j'ai des choses professionnelles à gérer, même si je dois poursuivre ma recherche d'emploi, même si je dois piloter mon entreprise depuis la maison, et si je faisais un effort considérable pour pouvoir prendre le temps de communiquer avec mon conjoint. Et pourquoi vous vous donneriez pas ce défi pour réapprendre ou peut-être apprendre pour certains à communiquer avec votre conjointe? Là encore, acceptez sans vous vexer, acceptez sans le prendre au premier degré, acceptez d'y mettre un cadre. Est-ce que vous pouvez choisir, là encore, de faire un deal entre vous et de dire dans cette période de confinement, c'est très, 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 très malsain que je puisse garder tout ce que j'ai en moi de mon ressenti, de tout mon ressenti. Peut-être que voilà, ben vous comprenez pas que le conjoint il s'occupe pas de vous, alors il a toute la latitude de temps pour le faire et il le fait pas.
mais c'est important de pouvoir le dire, c'est important de pouvoir dire qu'est-ce que vous pourriez désirer, qu'est-ce que vous pourriez avoir envie. Et cette communication, c'est la clé de tout. Parce que dès que je communique, j'ai un système, je dirais, à tous les niveaux, un neurologique, subconscient, émotionnel, psychologique. J'ai un mécanisme interne qui fait que chaque fois que je peux sortir la parole, j'ai bien dit sortir la parole, c'est une émotion qui n'est pas renfermée, c'est une émotion qui ne va pas se transformer, c'est une émotion qui ne va pas somatiser mon corps. Donc la communication, c'est un état exceptionnel, c'est une fonction neurologique, vous le savez, ceux qui ont fait les cours avec moi, c'est un devoir parce qu'on est doté, puisqu'on n'est pas handicapé du verbe, donc on a le devoir de s'en servir à bon escient, bien évidemment, mais profitez-en, même vous dans le couple, pour être capable de vous donner un cadre de référence et de dire, voilà, est-ce que pendant cette période, on peut s'octroyer 1 heure, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, où on peut partager, mais vraiment partager ensemble. Et dans cet espace, il faut s'autoriser. S'autoriser à dire, s'autoriser à échanger, s'autoriser sans que l'autre prenne vraiment les choses à un degré qui est inutile et qui va être perturbant dans les relations et qui peut amener une incompréhension. Il n'y a pas besoin de ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'utilise pas la communication? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais renfermer complètement mes émotions. Peut-être parce que depuis que je suis enfant, je n'ai pas été un communicant, parce que j'ai pas l'habitude, parce que toute la journée je suis au travail, parce que les enfants sont pas là, et puis que ça m'énerve, ils sont pas à l'école, je les ai, il faut que je fasse les repas 3 fois par jour, ils mangent à la cantine, et là je me retrouve complètement débordée, je ne les supporte plus. Mais moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être vous que vous supportez plus. Parce que vos enfants, ils sont en vie. Je crois qu'il est important que vous preniez conscience que vos enfants sont en vie. Et si vos enfants avaient un accident, et si vos enfants étaient hospitalisés, est-ce que vous seriez heureux de les avoir? Et si je vous disais, imaginez que demain, vous n'allez plus jamais voir votre enfant, est-ce que vous ne seriez pas capable de vous dire, je vais en profiter un maximum de mon enfant? Et si vous le saisissiez comme une opportunité, au lieu accumuler des émotions, d'énervement, mais en réalité, c'est vous que vous supportez pas. C'est d'être vous-même dans une situation qui, à un moment donné, ne vous met pas à l'aise. Mais c'est vos ressources internes qui sont en train d'agir. Votre enfant, il est lui-même, il est fidèle à lui-même, il est en vie, il est en mouvement, il a peut-être pas envie de faire, il a pas envie de ranger sa chambre. Et puis après, c'est pas la fin du monde. Alors écoutez-moi bien, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience que il est grand temps, à un moment donné, de comprendre que vos enfants, c'est une opportunité d'être avec eux. C'est vraiment une opportunité, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que vous avez pensé à tous ceux qui sont privés de leur enfant? Est-ce que vous avez pensé à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir être avec eux dans cette période de confinement, de pas pouvoir les protéger, de pas pouvoir les embrasser, de pas pouvoir leur dire tous les jours combien on les aime? Vous les avez à proximité. Et oui, ils sont pas à l'école, mais c'est vos enfants, c'est votre chair. Donc il est important de se réveiller à soi-même et de se dire, il faut qu'on passe à cette découverte, à cette redécouverte. Parce que si vous laissez l'énervement se traduire en vous, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à un moment donné qu'en fonction de votre tempérament de base, et là, on a tous des tempéraments complètement différents, mais on a quand même des tempéraments qui s'emportent plus facilement que d'autres. On a des gens qui vont s'énerver plus que d'autres. Et puis après, j'ai des mamans que je connais, puisque bon, je les ai aussi en accompagnement individuel pour travailler ça, qui se mettent en colère très très facilement. Et puis qui vont vraiment allez, balancer une claque, balancer peut-être quelque chose d'un peu plus qu'une claque, peut-être même une correction, et qui après m'appellent ou pendant l'accompagnement qui me traduisent combien ils sont anéantis après. Mais bien sûr, parce que si on se met en colère, vous pouvez être quasiment sûr, vu que
vu comment on est construit sur le plan archétypal, on va avoir la culpabilité et on va être anéanti physiquement et physiologiquement parce que se mettre en colère, c'est aussi être à plat incontournablement. Donc, vous allez développer une culpabilité parce qu'elle va se réveiller, parce qu'elle est déjà un archétype judéo-chrétien que la majorité du commun des mortels ont intégré. Vous allez ensuite avoir une fatigue physique, mais qui est démentielle, et vous allez subitement être dans un tel regret que vous allez extrapoler et vouloir récupérer peut-être juste un effet de communication qui aurait pu être mis, juste un nom qui aurait pu remplacer cette colère. Et si vous dépassez votre colère, la colère, c'est un état qui ensuite peut dégénérer. Alors on a des tempéraments qui sont coléreux, bien évidemment, et en période de confinement, ça peut être complètement exacerbé. Par contre, la violence, je voudrais m'attarder à la violence, bien que je reste convaincue que quand je parle de violence, ça serait étonnant que les gens qui soient violents soient venus m'écouter. Donc, ce qui est toujours terrible, et voilà pourquoi je n'avais pas forcément envie de traiter le thème, c'est parce que c'est un sujet que je connais très 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 bien, la violence, pour l'avoir traité énormément, parce que c'est une catastrophe, parce que j'ai des adultes qui sont encore sous le couvert du traumatisme, parce qu'ils ont été battus, parce qu'ils ont été maltraités, parce qu'ils ont subi des choses qu'aucun être humain ne devrait avoir à subir dans son enfance, parce qu'un enfant, c'est innocent. Alors j'aimerais vraiment vous alerter. Si vous êtes d'un tempérament énervé de nature, si vous êtes un tempérament qui a tendance à partir très très vite en live, si vous êtes d'un tempérament qui a tendance à se mettre en colère très facilement, si vous êtes d'un tempérament qui a tendance à balancer les choses quand il se met en colère, si vous êtes d'un tempérament qui a tendance à être violent, isolez-vous, s'il vous plaît. Essayez de jouer la carte de la prévention. Si vous êtes aussi dans votre proximité avec quelqu'un qui a un tempérament dans ce que je viens de décrire, isolez-vous. Ou vous lui demandez de s'isoler, le temps de s'apaiser, sans lui faire de reproches, sans le faire culpabiliser. Essayez de parler, là encore la communication, ça sert à quelque chose. Essayez de poser, de ne pas être agressif, essayez de calmer le ton, de baisser le ton, essayez de lui demander de s'isoler, ou vous prenez les enfants et vous allez vous isoler, vous, dans une pièce, attendant que la personne s'apaise, attendant que la personne se calme. Je voudrais tellement vous dire que quand on se contrôle plus, et encore plus pour les personnes violentes, on peut essayer d'apaiser une personne qui va être dans un début de colère. Par contre, quand on est au paroxysme de la colère, avant de passer à l'état de violence, on ne raisonne plus la personne parce qu'elle est rentrée dans un schéma où elle est complètement noyée par la subjectivité émotionnelle d'un autre film dans sa tête où le raisonnement n'a plus du tout aucun impact. Et plus vous allez lui dire de se calmer, et plus la personne qui est dans sa subjectivité, j'ai envie de dire, démentielle, est incapable de vous entendre, hormis s'exciter un peu. Donc, protégez vos enfants, s'il vous plaît. Si vous sentez que vous-même, vous êtes capable de partir, allez vous isoler. Essayez de faire la respiration, essayez d'évacuer, essayez d'expirer de toutes vos forces. Faites-le pendant 5 minutes, jusque ça revienne à une certaine forme de calme. Mais ne restez pas en présence et surtout, 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 essayez, avant que ça monte en puissance, d'avoir cette capacité à ne pas passer à l'acte. Ne touchez pas vos enfants. Ne touchez pas vos enfants. Un enfant qui est touché va en garder des séquelles tout au long de sa vie d'adulte. Et après, il peut en être traumatisé. Même si vous touchez pas à vos enfants et qu'en tant que conjoint et conjointe, vous savez que vous êtes capable de passer à l'acte, ne passez pas. Essayez de vous isoler. Essayez de demander avec l'autorisation de aller faire le tour du pâté de maison. Remplissez une autorisation. Essayez surtout de ne pas passer à l'acte. Pourquoi?
Parce que si vos enfants sont le témoin, même si vous ne les touchez pas, mais sont le témoin d'une violence familiale, d'une violence intrafamiliale. C'est un traumatisme à vie. Et on oublie beaucoup trop souvent, dans, dans la majorité des cas, que des enfants qui n'ont pas subi eux-mêmes des violences, mais qui ont été témoins des violences intrafamiliales, ont subi un véritable traumatisme, même si on ne sait pas assez le dire. Et le fait qu'on ne reconnaisse pas ce traumatisme, ils seront toujours des adultes en devenir qui ont quelque chose au fond d'eux-mêmes qui n'a pas été expérimenté parce que ça n'a pas été reconnu comme traumatisme. Donc, s'il vous plaît, même si ce confinement, même si cette proximité, même si cette promiscuité réveille en vous des choses qui sont quelque peu, je ne les juge pas. Je vous promets, je ne les juge pas. J'essaie juste d'alerter. J'essaie juste de vous mettre en conscience qu'il est préférable aller vous enfermer dans une pièce ou demander à vos enfants de partir dans leur chambre et vous les ferez revenir. Mais surtout, surtout, immédiatement, prenez cette prise de conscience que vous allez passer un cap, que vous allez regretter, inévitablement. Mais le fait de le regretter, ce n'est pas suffisant, parce que le mal sera fait, peut-être sur vos enfants, peut-être sur vous. Donc, on a beaucoup plus de possibilités d'avoir et d'agir sur soi et d'avoir la mainmise sur soi, à condition qu'au moment même que vous sentiez cette émotion, vous preniez la responsabilité ou de s'isoler. Isolez-vous. C'est vraiment important. Ne passez pas un acte irréversible sur lequel vous allez endeuiller complètement la naïveté, l'innocence de votre enfant en devenir et qui sera inscrit dans son ADN à tout jamais et dans sa mémoire et dans toutes ses mémoires comme quelque chose de traumatisant et qui à un moment donné l'empêchera d'être lui-même dans sa vie d'adulte s'il ne trouve pas les bonnes personnes et les personnes suffisamment compétentes pour pouvoir l'aider. Donc voilà l'astuce du jour. C'était important pour moi de vous le dire. C'était important de partager ça. Et j'aimerais effectivement, avant de prendre quelques-unes de vos questions, de partager une autre violence qui est celle-ci terrible et qui a également un chemin dramatique. Je voudrais m'adresser aux parents, à tous les parents et les conjoints entre eux. Je voudrais vous dire que la violence verbale, c'est quelque chose de terrible et il est quand même important, quelle que soit sa façon de parler, on a tous une façon de parler, mais j'aimerais vous dire, sans que vous le preniez au premier degré et avec aucune intention de vous vexer, plus on a un panel de vocabulaire à notre service et moins on a besoin de se mettre en colère. Pourquoi? Parce que quand on a un panel et un éventail de mots, mais vraiment assez conséquent, c'est beaucoup plus facile de communiquer et de dire à l'autre, je vous l'ai dit, son ressentir, de dire combien on a mal, combien on se sent mal à l'aise, combien on se sent blessé. D'accord? C'est très important à condition d'avoir mis effectivement le deal que l'autre accepte également le dire et qu'il n'y ait pas de jugement de valeur. Maintenant, quand vous faites des réflexions très graves entre conjoints, quand vous faites des réflexions à vos enfants, quand vous faites des réflexions violentes, assassines, qui les condamnent à leur incapacité ou qui les comparent à quelqu'un de la fratrie, c'est d'une violence terrible. Est-ce que vous pourriez faire un effort en douceur, là encore, juste essayer d'avoir une certaine prise de conscience et quand vous sentez que vous êtes tenté de vraiment partir en live à dire des choses qui sont vraiment terribles, du style mais tu n'y arriveras pas, t'es un incapable, de toute façon à côté de ton frère, mais mon pauvre fils, mais qu'est-ce que tu veux espérer de la vie? Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Alors peut-être que vous allez me dire, mais moi, on m'a parlé comme ça depuis mon enfance, et puis de toute façon, j'en suis pas mort, regardez, je suis en bonne santé. Oui, et puis après,
sous prétexte que j'aurais été battue, c'est pas mon cas, je me dois de battre mon enfant, sous prétexte que j'aurais subi ça, je me dois de faire subir la même chose. Mais être adulte, réfléchissons ensemble. Et si c'était pas plutôt d'éviter ce que moi j'ai pu subir qui m'a blessé? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des phrases qui démolissent un jeune? Pourquoi? Parce que quand on est jeune et qu'on est en construction identitaire, si je reçois tous les jours des messages qui me renvoient que j'y arriverai pas, que je suis pas capable, que je suis incapable, que je suis idiot, que je suis ci et que je suis là, comment voulez-vous que je puisse me construire comme quelqu'un de bien dans ma peau, d'aborder mes études, d'aborder mes devoirs, puisque ces perdus d'avance ont fait que me dire que je suis ça et que je suis ça et que je suis ça. Donc, s'il vous plaît, profitez-en pendant cette période de confinement pour pouvoir procéder à une auto-observation de vous-même et profitez-en parce que vous avez le temps d'opérer des changements fabuleux sur vous-même et qui vont être d'une aide précieuse, mais vraiment précieuse pour vos jeunes. Ne les assassinez pas. Ne leur faites pas tout le temps des reproches. Essayez de comprendre qu'eux aussi, ils ont des peurs et que leurs peurs vont se traduire des fois dans un comportement qui, quelquefois, est agaçant. Alors, je voudrais vous dire quelque chose parce que je pense que la réussite, elle n'est pas liée non plus à nos diplômes, même si je suis pas un bon exemple vu les diplômes que j'ai, mais je voudrais quand même vous dire que moi, pour mes fils, mon plus grand bonheur avec eux, c'était quand ils n'étaient pas à l'école. Et donc chaque fois, même si on n'était pas en confinement, chaque fois qu'il y avait des vacances, c'était que du bonheur, du bonheur, du bonheur. J'ai toujours été dirigeante, j'ai toujours continué à passer des diplômes, c'est pas que je veux parler de moi, j'ai toujours bossé en même temps avec mon entreprise, j'ai enseigné à la fac de droit, et pourtant, jamais mes fils ont été en nourrice. Ça a été une organisation de titans, vous m'entendez? De titans. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'était vraiment sacré pour moi de les avoir. Ça a été une organisation extraordinaire, mais je ne regrette rien. Et chaque fois qu'il n'y avait pas école, c'était du bonheur, du bonheur, du bonheur. Mon bonheur était 2 fois plus grand à la maison, avec ma famille, avec les miens, avec mes fils, quand ils n'étaient pas dans la contrainte de l'école. Donc on est en période de confinement. Essayez d'apprécier, de redécouvrir votre famille, peut-être d'y amener une autre forme de communication, peut-être y amener une autre forme de bienveillance, une autre forme d'amour. Mais pensez que vos enfants, vos conjoints, ceux que vous aimez, ils sont là, ils sont avec vous. Donc, essayez du mieux que vous pouvez d'opérer un pas, mais un pas par jour qui apporte une contribution de bonheur, d'être ensemble, de communiquer ensemble et surtout, si vous êtes d'un tempérament emporté, n'oubliez pas de phrases assassines. S'il vous plaît, allez vous isoler. Vous avez envie de balancer des choses, vous avez envie de vous énerver, allez vous isoler. Ne laissez pas ce spectacle, parce que l'acte après va vous ronger. Vous allez le regretter, vous allez culpabiliser, et ça ne va faire que détruire cette famille pendant cette période de confinement qui nous donne l'accès à nous redécouvrir nous-mêmes, à prendre soin de nous, à prendre soin de ceux qu'on aime. Donc pensez-y. Voilà, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Je vous donne un numéro parce que c'est mon devoir en tant que professionnel. Donc je vous rappelle les numéros d'urgence. Appelez le 17. Si vous ne pouvez pas téléphoner, vous pouvez également 24 heures sur 24 vous mettre à l'abri, d'accord? Sur les pharmacies, dans les pharmacies, n'oubliez pas d'appeler le 115 et surtout, essayez de réapprendre les joies d'avoir vos enfants avec vous, d'avoir vos conjoints avec vous. Voilà. Je voudrais en profiter si mes fils, qui sont les choses les plus sacrées de ma vie, sont en train de me regarder, je voudrais vous dire, mes cœurs chéris, même si vous le savez déjà,
que je vous aime plus que tout au monde. Et maman aussi, je t'aime. Et je t'aime à une autre personne qui se reconnaîtra. À très vite. Donc, je vais prendre vos questions. Est-ce que vous en avez? Oui, 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 Franca, c'est vrai que quand on regarde au restaurant, c'est assez amusant de voir quelque chose. Voilà, il y a peut-être eu des coupures, indépendant de ma volonté, Pascal, vraiment. C'est comment faire un adulte se sent infantilisé. Ah, très intéressant. Je vais prendre une question parce que je la trouve intéressante. C'est vrai que quand on est adulte et qu'on vit avec les parents, des fois, on a l'impression que les parents ont oublié de voir qu'on avait grandi. Alors, je vais répondre à deux titres, si tu me le permets. La personne à qui je réponds va se retrouver dans sa question. Je vais répondre du côté de maman parce que j'ai la légitimité d'être mère et le bonheur d'être mère. Et je vais répondre en tant que professionnelle. Alors c'est vrai que c'est très difficile de se sentir complètement infantilisé, c'est très déstabilisant, c'est très peinant. Et ce qui est important, c'est là que la communication va prendre tout son rôle encore. La communication, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent très bien, c'est vraiment le fondamental de tout, de tout, de tout. La vraie communication, bien évidemment, hein, de comprendre tous les mécanismes neurologiques et de ce qui se passe dans notre tête et nos mécanismes internes. Donc, je parle bien de vraie communication. Le fait, à un moment donné, de pouvoir communiquer et de dire à nos parents, je sais que je suis toujours ton fils, maman, et je le serai toute ma vie, maman. Que je sois mariée, que je sois pas mariée, que je n'ai pas encore fait ma vie, que je sois chez toi. Mais il faut que tu acceptes que je suis aussi un jeune adulte et que je suis un adulte, que je n'ai peut-être pas forcément la même façon d'appréhender les choses que toi, que je n'ai pas toujours besoin qu'on me protège comme si j'avais 6 ans. Je sais que tu le fais par amour, je sais que tu le fais parce que tu as peur pour moi, mais j'ai besoin de bien mettre les mains vers soi, hein. C'est jamais pointer l'autre, c'est toujours les mains vers soi. C'est de dire, voilà, mais j'ai besoin, moi, que tu prennes en considération que je ne suis plus un enfant et que j'aimerais qu'on puisse avoir un espace de communication où tu me parles comme un adulte. Est-ce que tu veux bien qu'on essaie? Et je crois que c'est important. Ça, c'est important. Donc là, c'est la professionnelle qui répond. Et ensuite, une autre chose, Alexandre, si c'est la maman qui répond, il y a deux aspects dans tout ça. Si à un moment donné, on est content que ses fils, même s'ils prennent des risques, le mien m'entendra, si me reconnaîtra, si il m'entend. Même si effectivement nos enfants ont besoin d'expérimenter des choses pour lesquelles on a le droit d'avoir peur, on a le droit de s'inquiéter. Je crois que ce que c'est important, c'est que en tant que maman, et là je m'adresse aux mamans si vous êtes là, il est important de les encourager à vivre ça, même si on a peur. Il est important de les encourager énormément. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, bien sûr, notre peur, elle est très mauvaise parce qu'elle va leur être transmise et ça peut les perturber alors qu'ils n'oseront pas nous le dire. Ça peut les perturber énormément. Et ensuite, ça peut les conduire à avoir eux-mêmes une certaine peur dont nous sommes quand même peut-être l'initiatrice. Donc c'est très important aussi en tant que maman d'essayer d'apprivoiser nos peurs, d'essayer d'accepter que nos enfants peuvent produire et faire des choses qui peuvent nous effrayer, mais ils doivent l'expérimenter, ce qui ne nous empêche pas de tenter de leur dire, de les protéger de ci, de là, voilà. Mais ne tombons pas dans l'excès. De toute façon, il est préférable qu'ils le fassent en notre présence, qu'ils le fassent par derrière. Voilà. J'espère que j'ai répondu, Alexandre, et que ça te permet de t'aider un petit peu. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Je regarde, je voudrais vraiment oublier. Oui, 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 la communication, c'est la base vraiment de tout, de tout. C'est la chose qui est le plus important. Et oui, Alexandre, j'ai toujours du mal à la technologie, bien évidemment, mais je me soigne. Et puis cette période de confinement et le désir de vous rejoindre m'oblige vraiment et me donne l'opportunité de vraiment, vraiment, vraiment ben, m'y mettre un peu plus, voilà. Et puis je crois qu'on a vraiment des tutoriels qui sont exceptionnels dans beaucoup de domaines. Le tout, c'est de trouver des tutoriels, voilà, ben, qui nous parlent le plus. Et dans ce cas-là, moi qui ai toujours quelqu'un à côté de moi pour m'aider, j'arrive très très bien à m'en sortir et voyez, ben on est là. Donc je voulais vous dire merci. Sachez que voilà, ben ceux qui ont besoin d'accompagnement spécifique, je continue mes accompagnements. Ceux qui ont besoin de rendez-vous individuels, je poursuis des rendez-vous individuels. Je poursuis tous les accompagnements, bien évidemment, avec les clients qui en ont besoin. Voilà, mon activité en dehors du face à face et sur les Skype continue. Voilà, je n'ai rien arrêté. La prochaine fois, je vais encore essayer de faire des thèmes tous les 2 jours pour qu'on puisse se retrouver en live et avoir des thématiques pour vous aider avec des astuces qui nous permettent d'avancer dans ces périodes de confinement. Et la prochaine fois, je vous donnerai à l'avance 2, 3 thématiques. Donc, je vous dis à très très vite. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Du fond du cœur, je suis heureuse de faire ce live. Ça me permet de passer un moment avec vous dans la joie, dans le bonheur. À très vite.